Je suis en Corse, dans le massif de Bavella, pour découvrir des mouflons corses. Ces mouflons sont arrivés il y a fort longtemps, mais leur avenir est encore incertain. Alors pour partir à leur recherche, j'ai sollicité le concours de deux pros du mouflon, en la personne d'Anthony et de Thomas. Thomas, Anthony, vous me recevez? Oui. Où êtes-vous? Oh, comme des aiguilles. Là où il y a la croix. Dépêche-toi, on t'attend. Eh ben dis donc, j'en ai mis du temps. Ah, vous êtes sévère, ça fait quand même 200 mètres de dénivelé. Ça fait longtemps qu'on t'attend. Bon, allez, ça y est, je suis arrivé. Qui est Thomas? C'est moi. Alors je sais qui est Anthony. Vous avez vu du mouflon? Non, pas encore. Pas encore, hein? Mais pour en voir, on va faire appel aux gens du parc. Vous êtes corse? Oui. Est-ce que vous savez que la Corse n'a pas toujours été une île? Bon. Il y a 15 millions d'années, la Corse s'est détachée du continent, s'est détachée de Provence. Et elle a dérivé jusque vers l'endroit où elle se trouve à peu près aujourd'hui, quoi. Et en dérivant, elle a transporté avec elle sur son dos des animaux, des mammifères. Eh bien, ces mammifères, aujourd'hui, on n'en trouve plus. Ils ont disparu. Et pourtant, les mammifères, il y en a encore aujourd'hui en Corse. Il y a le sanglier. Il y a aussi le mouflon. Bah, comment est-ce qu'ils sont arrivés jusque-là? Vous le savez? Non. On va essayer de comprendre tout ça. Allez. Il y a 6 millions d'années, la communication qui régnait, enfin qui existait entre l'Atlantique et la Méditerranée, pour des raisons géologiques énormes, s'est refermée. La Méditerranée n'était plus alimentée par l'océan Atlantique. En plus, il y avait une sécheresse terrible. Et l'eau de la Méditerranée s'est évaporée. Qu'est-ce qu'elle a laissé derrière elle? Des masses énormes de sel. Et surtout, elle a permis à des espèces venant d'Italie et d'Afrique eh bien, de trouver le chemin de la Sardaigne et de la Corse. On peut l'imaginer, ça. Plus tard, le détroit de Gibraltar s'est ouvert. L'eau de l'Atlantique s'est engouffrée en Méditerranée. La Corse et la Sardaigne sont redevenues des îles. Plus près de nous, il y a eu ce qu'on appelle les glaciations. Quand il pleuvait ou quand il neigeait, c'était sur les massifs et l'eau se transformait en glace. Donc elle était fixée sur le continent, cette eau. Elle n'alimentait plus la Méditerranée, ce qui fait que le niveau des mers s'est affaissé de 120 mètres à 140 mètres. Eh bien, d'autres ponts se sont formés et ont permis, encore une fois, probablement, à des animaux de passer du continent à la Sardaigne et vers la Corse. Alors, on peut se demander quels sont les animaux qui ont profité de ces accidents de la nature. La plupart des mammifères en Corse ont été, entre guillemets, importés, volontairement ou involontairement, par l'homme. Pour le mouflon, c'est une espèce qui a été introduite à la fin du néolithique, il y a 6-7 000 ans, en Corse, en Sardaigne et sur l'île de Chypre. Principalement pour des raisons pastorales. Le mouflon est retourné à l'état sauvage, donc une espèce marronne. Elle a recolonisé la montagne corse par souci de quiétude. C'est donc une espèce qui s'est adaptée à la montagne. Quand on randonne dans le Vercors ou dans le Mercantour, même beaucoup plus loin aux États-Unis ou au Kerguelen, on rencontre du mouflon corse. Le mouflon corse a été introduit avec succès dans un certain nombre de régions au sud de la Loire, même jusque dans la baie de la Somme, et dans des pays étrangers, en particulier l'Allemagne, les États-Unis, Hawaï, les îles Kerguelen. Et il s'est en général remarquablement bien adapté. En Corse, malheureusement, sa santé écologique est précaire puisqu'il ne progresse que d'environ 10% par an. Donc il ne se porte pas si bien en Corse. César, c'est quoi le plan LIFE? Le projet LIFE, c'est un projet qui est soutenu par la communauté européenne et les acteurs locaux, l'Office de l'environnement, la DIREN, et des partenaires comme l'Institut de recherche sur les grands mammifères, l'Office national de la chasse et le parc naturel, qui vise à la fois à la conservation et à l'extension du mouflon corse et également à la sensibilisation des publics scolaires, du grand public et des usagers de la montagne. Alors demain,
on va effectuer des observations in situ du mouflon avec l'Office national de la chasse et une équipe du parc. Si ça vous intéresse, ben vous êtes les bienvenus. On les accompagne? Ouais! Allez, ça marche. Des animaux menacés, hein. Il y en a dans le monde entier. Il y a une tortue d'eau qu'on appelle la tortulute. C'est une tortue géante, hein. On la trouve en Guyane française, quasiment sous l'équateur, près d'un petit village qu'on appelle Awala-Yalimapo, le long d'une très jolie plage de sable. Alors imaginez un espèce de char d'assaut qui sort très lentement de la mer et qui essaie de monter difficilement jusque dans le haut de la plage. C'est pénible, elle est écrasée par son propre poids. Et quand elle arrive dans le haut de la plage, elle creuse avec ses pattes arrière un trou dans lequel elle va pouvoir déposer ses œufs. Quand son travail est fini, elle referme le nid et elle retourne à la mer. Mais là, les hommes se sont mis d'accord. On ne prélève pas les œufs et même quelquefois quand on les prélève, on les fait éclore ailleurs. Quand les petites tortues naissent, quand elles sortent du nid, une à une, eh bien quelquefois il leur arrive de récolter les tortues et de les porter eux-mêmes directement dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapaces, hein, il y a des animaux qui vont s'en nourrir. Et voilà, depuis maintenant quelques, disons 15 ans, 20 ans, eh bien les tortulutes deviennent un peu plus nombreux sur la planète. Ça montre bien à quel point, dès qu'on se mobilise, on arrive à faire des miracles. Bonjour Michel. Ça va bien? Ouais. Ouais, je te présente Jérôme Franck, qui est Jean Antonet, lead du Parc naturel régional de Corse. Et Pierre Benedetti de l'ONCFS. Olivier. Bonjour. Je vous présente deux spécialistes du mouflon, hein, des vrais, hein, c'est sérieux, hein, Anthony et Thomas. Quand vous partez en expédition mouflon, vous partez avec du matériel aussi. Hein, dis donc. Mais là, on va faire des observations sur les crêtes d'Azina pendant 3 jours. Donc, en effet, il faut pas mal de matériel. Ouais. Combien de temps on met pour grimper jusque là-haut? Bah là, on va monter pendant à peu près 2 heures. Hein. Oh bah ça va, on est en forme, hein. On va les épater. On y va? Pierre, ONC, ONCFS, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? L'établissement a évolué aujourd'hui sur un panel beaucoup plus large au niveau de la gestion de toutes les espèces de faune sauvage. Donc le mot faune sauvage a été rattaché à l'Office national de la chasse pour faire comprendre que cet établissement aujourd'hui a un champ d'application beaucoup plus large qu'autrefois. Quel est le statut du mouflon dans la faune sauvage? C'est un ongulé sauvage qui est soumis au plan de chasse. Et ce plan de chasse est égal à 0. Donc on ne peut pas le tirer. Donc, de fait, il est protégé. Dans le plan LIFE, nous sommes maîtres d'œuvre de 3 actions principales. La capture des animaux, le suivi de la dynamique de population, donc l'aire de répartition, l'étude de reproduction. Et ensuite, nous sommes aussi maîtres d'œuvre d'une fiche action sur la mise en place d'une méthodologie d'intervention et de lutte contre le braconnage sur cette espèce. Les premières captures ont eu lieu sur le massif de Bâville, dans un milieu très hostile à l'homme. Neige, pluie, bourrasque, etc. L'objectif, c'est d'en capturer, mais ce n'est pas d'en blesser, ce n'est pas d'avoir de pertes. Nous avons atteint assez rapidement le quota de mâles, donc nous avons capturé nos 5 mâles. Ensuite, nous avons capturé un certain nombre de femelles. Ces captures sont faites en janvier dernier. Nous devons compléter cette capture sur la population de Bâville à partir de janvier prochain. L'équipe mixte Parc naturel ONCFS ont acquis vraiment des connaissances très fortes en la matière. Donc nous partons beaucoup plus confiants dans ces captures qui toutefois restent extrêmement difficiles. Comment ça se passe une fois que la bête est dans le parc? Et mon rôle particulier, c'est tout ce qui touche à l'entretien de l'enclos au niveau sanitaire et alimentaire. Donc on va essayer d'avoir un minimum de contact avec les animaux et que justement ils restent plus ou moins à l'état sauvage. Faire des observations au niveau des animaux pour essayer de voir au niveau des groupes sociaux comment ils se forment et justement par la suite les relâcher en nature.
Comment se fait-il que la population de mouflons n'arrive pas à se développer malgré les efforts que vous accomplissez? On peut avancer l'hypothèse d'un braconnage sporadique, mais qui ne règle pas la question de cette stagnation des effectifs. Les engins moteurs, quad, 4x4, moto, ça va gêner l'extension du mouflon, mais c'est un des facteurs également. On ne peut pas, par exemple, oublier que l'incidence de maladies abortives comme la fièvre catarrhale, la brucellose, peuvent avoir des conséquences sur les animaux, puisqu'il y a une incidence importante de la fièvre catarrhale dans le sud de la Corse. On pourrait parler également des incendies qui peuvent être responsables de pertes accidentelles. Et on peut dire qu'il y a, puisqu'il existe une population au nord et une population au sud, un morcellement des effectifs. Et à terme, on pourrait envisager, par exemple, un appauvrissement génétique des populations. Michel, tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est dangereux, hein. Faut faire très attention. Ce qu'on voit ici sont des crottes. Mais à l'intérieur du cocon, il y a des mues de chenilles processionnaires. Elles ont mué, ces chenilles. On les voit, les mues, là. Regardez, je vais les sortir délicatement. Hop, voilà. Vous voyez, ça, ce sont des mues de chenilles. Vous voyez, toutes ces petites boules, là, ce sont les crottes. Et ça, ce qui est brillant, là, ce qui est un petit peu roux, ce sont des poils de chenilles processionnaires. Et à la base de chaque poil, il y a un petit sac à venin. Et où sont maintenant les chenilles? Oh ben, certaines sont encore en train de se balader dans les pins, sur les branches, et elles mangent des feuilles, hein, des aiguilles de pin pour se nourrir. Et d'autres sont déjà très certainement au sol, en train de se balader à la queue leu-leu, à la recherche justement d'un sol, d'une terre, hein, d'un endroit qui va leur être favorable pour s'enfouir et faire leur nymphose, pour construire leur chrysalide et se métamorphoser. Tu nous croyais perdus? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous attendais tout simplement pour vous montrer certaines choses. Quand on regarde comme ça, quand on balaye le paysage, on voit de la fougère aigle. Et ça, c'est de la plante pionnière. Qu'est-ce qu'elle fait là? Avant, quand il y avait des brebis, il n'y avait pas de fougère. Mais effectivement, tu vois de la fougère aigle, il y a quelques repousses de pin à la riche. Tout ça fait que le milieu n'étant plus ou très peu fréquenté par des animaux domestiques, puisque c'est eux qui ont ouvert ce milieu, le milieu a tendance à se refermer. L'endroit est intéressant, on voit qu'il y a une trace de pâture à certaines plantes. Hein. Il y a de l'ortie, il y a des épinards sauvages, il y a du bouillon blanc. C'est un endroit qui est encore fréquenté par les animaux, hein, puisqu'il y a encore des traces de porcs. Alors pourquoi les mouflons ne viennent pas là? Mais les mouflons, ils vont y passer, mais là ils sont encore beaucoup plus haut. Il va falloir continuer à grimper pour aller les voir. Bon allez, on va faire une petite pause ici. On a pas mal marché. On va sortir de la forêt dans quelques instants. Donc on va avoir besoin de se réhydrater. Allez. Et on boit à l'ombre du vieillard, là. Et oui, on boit vraiment à l'ombre du vieillard. C'est certainement un arbre, tenez les enfants, qui a plus de 500 ans. Hein. C'est un petit peu l'ancêtre de ce coin-là. Le pin Lariccio, c'est un pin typiquement corse. C'est un pin que tu trouves à partir de 900 mètres et c'est un pin qui abrite un tout petit oiseau qui est endémique aussi à la Corse, hein, qui est la citelle de Corse. Ah, la petite citelle de Corse, ouais. C'est un oiseau qui se déplace sur les troncs, qui va monter donc tête en haut et qui va carrément descendre face au vide. Allez, on est parti.
va poser nos sacs ici, hein, et vous allez m'attendre. Je vais essayer de voir si on trouve un petit amphibien qui vit dans les cours d'eau corse, qui est endémique à la Corse. Hein. Michel, viens avec moi. Alors ça vit sous les cailloux, hein, sous les pierres dans les ruisseaux, comme ça. Et Qu'est-ce que ça veut dire endémique? on dit endémique d'un animal ou d'une plante lorsque cet animal va vivre dans un endroit très précis de la planète. Par contre, endémique ne veut pas dire rare. C'est pas parce qu'une espèce est endémique à un endroit donné qu'elle est forcément rare. Ah, il y en a un, il y en a un, il y en a un. Il y en a un, attends. Ça y est, j'en ai un, allez. Bravo. C'est Venez un voir, adulte. venez voir. Venez voir. Ah, dis donc, il est balèze quand même, hein? Ouais. Il est adulte, là? Ouais, Oui. bien sûr. Ouais. Regardez, là, on a un euprocte. Vous voyez, hein, c'est un petit amphibien. Hein. C'est un cousin du triton. Hein. Ça a sensiblement les mêmes habitats. C'est un animal qui est extrêmement simplifié au niveau de la respiration, qui va respirer par la peau. L'euprocte va occuper la même niche écologique que le triton, mais en Corse. On le voit plus. Eh oui, effectivement, on ne le voit plus. C'est ce qu'on appelle l'homochromie. Il va s'adapter au milieu, ça lui permet de se cacher, tout simplement. Nous sommes ici aux bergeries d'Azinao. Nous allons y passer la nuit. Est-ce que c'était comme ça le paysage il y a 20, 30 ans, 40 ans en arrière? Il y avait beaucoup plus de monde. C'était un hameau où il y avait des bergers qui transhumaient de la région de Porto Vecchio et qui montaient en estive ici avec leurs troupeaux pour une meilleure production de lait, pour confectionner des fromages. Et c'était une vallée donc à vocation pastorale. Ça ne l'est plus actuellement. Disons que là, il y a surtout des touristes qui passent avec le GR20, mais c'est encore un endroit où l'on peut trouver des mouflons tout près d'ici, dans la montagne à côté. Que font les mouflons dans la journée? Ces animaux vont se reposer à l'ombre des aulnes odorants. C'est-à-dire que ces arbustes leur permettent de se protéger à la fois du soleil, et étant donné qu'ils dégagent une odeur très forte, ça va leur permettre aussi de ne pas être gênés par les mouches. Et qu'est-ce que mangent les mouflons? C'est un ruminant. Il est à la recherche des herbes naissantes qui sont très importantes pour lui, notamment pour la lactation des petits, des mamans qui allaitent, qui ont leurs petits. Le soir, à la tombée du soleil, ces animaux vont sortir et vont brouter la bonne herbe. Il faut que ce soit des herbes très riches qui poussent en cette saison, à cette altitude, parce que nous sommes quand même ici à 1500 mètres d'altitude. Combien de temps vit un mouflon? Alors un mouflon, aussi bien pour un mâle ou pour une femelle, ça peut vivre en une quinzaine d'années, entre 15 et 16 ans. Mais sachez qu'une femelle peut mettre bas jusqu'à la fin de sa vie. Les femelles sont d'un côté avec les jeunes, les mâles sont d'un autre côté entre eux. Et au moment du rut, comment ça se passe? Au moment du rut, c'est à ce moment-là que les mâles se regroupent et rejoignent les femelles. Il y a un seul mâle qui va avoir un certain nombre de femelles et on assiste à des combats même violents. Mais le mâle a au niveau du front une bosse qui lui permet de taper très fort. Et donc c'est assez impressionnant, mais sans danger pour les animaux. Oh, vous arrivez tard aujourd'hui, hein? Allez, on va manger. Et après, au lit, d'accord? Allez, hop, vite, vite. Nous allons essayer demain de gravir ces sommets et puis essayer de vous montrer des mouflons. Mais l'approche sera difficile. Il faudra qu'on soit vigilant, il faudra parler doucement et il faudra s'arrêter lorsque je le dirai. Et peut-être on aura la chance de voir des mouflons dans le massif de Baville. Ah, attendez, il me semble d'apercevoir quelque chose là-bas près des rochers, dans les aulnes. Nous sommes au moins à 300 mètres, mais c'est une vieille femelle. D'ailleurs, regardez à la jumelle, vous allez pouvoir les voir. Alors, regardez, il y a une femelle là, elle est âgée.
Vous voyez, elle a sa tête presque blanche. Elle est toute seule d'ailleurs, elle n'a pas de petits. Vous la voyez? Elle se déplace tout doucement, elle mange, toujours protégée un peu par les zones. Elle nous a pas vu. Nous avons eu quand même de la chance, mais nous sommes assez loin là. Hein. Mais j'espère que dans la journée, nous aurons l'occasion d'en voir d'autres. Elle se décale sous le rocher là, regarde. Oui, elle se met à l'ombre, là. Elle cherche l'ombre. Le soleil est encore chaud, donc elle est obligée de s'abriter un peu de temps en temps. Les amis, à partir de maintenant, on ne bouge plus d'ici, on se baisse, on ne parle plus. Je vais aller observer et ensuite je vous appelle. Michel, François nous appelle. Venez tout doucement. Restez accroupis. Regardez là. Regardez là, vous voyez, c'est une vieille femelle qui monte avec ses deux petits. L'agneau de cette année et le petit qu'elle a fait l'an dernier. D'ailleurs, c'est un mâle. Et pourquoi elle se balade avec deux jeunes? Alors, c'est souvent le cas, lorsqu'elles font la mise bas, hein, elle s'isole. Elle fait sa mise bas et souvent, le petit de l'an dernier va rejoindre sa mère au bout d'une vingtaine de jours. Vous les voyez bien là devant nous, regardez, elles montent. Là, elles n'ont pas... Le vent est pour nous, donc elles vont monter, elles vont progresser tout doucement. Ah, ça y est, ils nous ont repérés, attention. Alors les enfants, on va s'arrêter un tout petit peu là pour voir des mouflons. Il faut se faire mouflon en quelque sorte. Il faut essayer de les voir avant qu'eux nous aient vus. Alors on va essayer à la jumelle de voir si on en découvre quelques-uns. Ah ben tu vois là on a deux mâles là-bas, deux magnifiques mâles. Hein. Vous allez les voir, tiens, regarde la jumelle. Regarde. Prends les jumelles. Regarde là, dans l'aulnay, tu les vois. Mais écoutez, là, je pense que c'est même pas la peine de les regarder à la jumelle, parce que regardez, là, ils sont en train de monter. Nous avons un passage obligé. Ils vont nous passer très près, là. Alors, on reste accroupi et on les regarde monter. Hein, il ne faut pas qu'ils nous voient. Nous avons la chance. Le vent me paraît assez bon, donc il devrait arriver au moins jusqu'à ces rochers. Ils vont nous passer très près, là, à 10 mètres, vous voyez. Hein, vous voyez, c'est des beaux mâles. C'est des mouflons du massif de Baville, donc vous avez pu remarquer qu'il y a des cornes assez évasées, hein, c'est par rapport aux mouflons qui sont à Sceaux, eux ont des cornes qui enroulent, ceux-ci ont des cornes plus larges. Hein. Ben, on a eu de la chance. Hein. Merci François de nous avoir montré les mouflons, mais c'est dur, hein? Et vous avez eu vraiment de la chance. Il n'y a pas énormément de mouflons dans le massif. Et ce qu'on voudrait, c'est pouvoir en remettre sur toute la chaîne montagneuse où il était présent il y a quelques siècles de ça. Peut-on dire qu'un mouflon corse a de l'avenir? Eh bien, je l'espère. Hein. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait le moins de dérangement possible. Notamment, là, je lance un appel à tous les gens qui se promènent en montagne avec des chiens, souvent qui ne sont pas en laisse. Il y a des chiens qui peuvent leur courir derrière. La pression du tourisme aussi, il faut qu'elle soit un peu quand même réglementée. Il y a des endroits, des canyons où il faut éviter d'être nombreux. Et il faut quand même qu'ils aient une certaine quiétude, ces animaux. Hein. Et on aura réussi notre pari.
Moi aussi, je suis optimiste. Et pour le vérifier, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Tape là. Là.